partie rapidement et puis passer au TD4. Et s'il nous reste du temps, on essaiera d'avancer dans le cours. Donc, on va commencer par la correction des TD et puis s'il nous reste du temps, avancer dans le cours. Alors, vous avez le TD3 devant vous? Vous êtes là? Madame, pour le TD3, on a seulement la première question. La deuxième partie, je l'ai rajoutée et je l'ai partagée. Vous ne l'avez pas? Essayez de la télécharger ou bien de la voir sur Général. Madame, seulement le TD4 qui est téléchargé lundi. Le TD3, non? Non. Ben, donc, je vais essayer de l'envoyer dans conversation. Je viens de l'envoyer dans conversation de la réunion. C'est bon maintenant, vous l'avez? Oui, madame, c'est bon. D'accord, alors on va s'intéresser à la deuxième partie. D'accord, donc la deuxième partie, si vous voulez lire, qui veut lire? Nakra, madame. Oui, vas-y. Cas pratique, analyse SWOT de l'entreprise Total. À l'ère des pétromonarchies et des problématiques environnementales, les marchés à pétrole et du gaz sont des enjeux majeurs de la vie contemporaine. Un des plus grands acteurs français, Total, fait partie des leaders mondiaux de l'activité, en plus d'être un représentant imposant de l'économie hexagonale. Historique.
Total est une société plus ancienne qu'on pourrait le penser, puisqu'elle a été fondée en 1924, d'abord sous la forme de Compagnie française des pétroles. Le succès est fulgurant, centré sur les intérêts pétroliers au Moyen-Orient et induit une entrée en bourse dès 1929. C'est en 1954 qu'une marque est créée pour vendre le pétrole de la firme. C'est Total avec une identité visuelle reprenant dans un premier temps les trois couleurs du drapeau français, qui évoluera jusqu'à celle que nous connaissons aujourd'hui, faite de rouge, orange et bleu. Total fait de nos jours partie de ce que l'on appelle les supermajeurs. Soit l'une des plus grandes entreprises mondiales du secteur d'activité du pétrole et du gaz. 149 743 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus de 96 000 salariés et une présence dans plus de 130 pays. Ces activités couvrent l'ensemble de la chaîne de production, de l'extraction du pétrole brut et du gaz naturel à la création d'énergie, cela incluant notamment les activités de raffinage et de distribution commerciale. À l'aide des informations suivantes, présentez la matrice SWOT relative à Total. A. Effort d'investissement en recherche de développement. Petit b. D'accord. Non, non, attendez, juste un peu. Donc, un petit rappel. On va faire un petit rappel par rapport à la matrice SWOT. Donc, on a parlé précédemment de la matrice SWOT comme outil permettant de définir la stratégie d'une entreprise. Donc, cette matrice, elle contient quoi? S pour désigner quoi? Donc, d'abord, c'est un outil de diagnostic, n'est-ce pas? C'est un outil qui nous permet, avant de prendre des décisions stratégiques, de faire un diagnostic. Un diagnostic de deux types, un diagnostic interne et un diagnostic externe. Un diagnostic interne, ça veut dire qu'il va se concentrer sur l'entreprise et le fonctionnement de l'entreprise en interne, la situation interne de l'entreprise. Et en faisant ce diagnostic, on va essayer de connaître les forces et les faiblesses de l'entreprise. D'accord? En interne. Donc, on parle de forces et de faiblesses. Et puis, si on s'intéresse à l'environnement de l'entreprise, on va parler donc d'un diagnostic externe. Donc, on va chercher dans l'environnement de l'entreprise les opportunités et les menaces. D'accord? Quand on parle de force et de faiblesse, c'est en interne, et quand on parle d'opportunités et de menaces, c'est dans l'environnement. Opportunité, ça veut dire une information qui peut, donc une information qui concerne un environnement bien particulier, par exemple économique ou politique, et qui peut influencer l'entreprise et d'une façon positive, l'entreprise peut utiliser donc cette donnée pour se développer, par exemple. Si, au contraire, donc l'environnement présente certains aspects qui sont plutôt des contraintes pour l'entreprise et son développement, on parle de menaces. Donc, comme vous voyez bien, comme a lu votre camarade, il s'agit du cas de Total, cette entreprise. Et afin de voir si vous avez bien compris cette notion de force-faiblesse, opportunité et de menace, pour chaque information, vous allez me dire si c'est une force, si c'est une faiblesse, si c'est une opportunité ou bien une menace. C'est clair? Oui, madame. Donc, on commence par la première. Donc, je vais lire « Effort d'investissement en recherche et développement ». Est-ce que c'est une force, une faiblesse, une opportunité ou une menace? Qu'est-ce que vous en pensez? Une opportunité. Une force. Emeni, qu'est-ce que vous avez dit? Une force. Une force. Alors, il y a toujours cette confusion entre opportunité et force ou bien entre faiblesse et menace. Donc, comment distinguer? Si ça concerne
quelque chose en rapport avec la situation de l'entreprise, la situation actuelle, donc c'est une force, ou bien si c'est dans l'environnement de l'entreprise, c'est une opportunité. Donc, est-ce qu'on parle de l'entreprise ou bien dans l'environnement de l'entreprise ici? Quand on parle d'efforts d'investissement en recherche et développement, ça veut dire c'est l'entreprise qui fait des efforts d'investissement en recherche et développement. Investissement, ça veut dire elle met de l'argent dans la recherche et développement. Est-ce que c'est une force ou opportunité? C'est une force. Donc, c'est une force parce qu'il n'y a que les grandes entreprises qui peuvent se permettre de mettre de l'argent et d'investir dans la recherche et le développement. D'accord? Deuxième information, c'est un des leaders mondiaux du marché du gaz naturel liquéfié. On parle de Total, donc c'est un des leaders mondiaux du marché de gaz naturel liquéfié. Alors, c'est quoi? Oui, c'est une force. Donc, on parle d'une position actuelle de Total. Total est leader. C'est un des leaders mondiaux. Sur le plan international, elle a la position de leader. Donc, c'est une bonne position, c'est une force. Dollar faible en comparaison avec l'euro. Menace. Est-ce que c'est une menace? Est-ce que c'est une menace? Elle concerne l'environnement externe, donc c'est une menace. Pourquoi pas une opportunité? Est-ce que la dépréciation du dollar en comparaison avec l'euro, qui devient en position meilleure par rapport au dollar, dépréciation du dollar, donc c'est l'euro, quand on a l'euro, on est avantagé. La question, c'est de voir est-ce que cette entreprise, elle est du côté de l'euro ou bien du dollar? Est-ce qu'elle est désavantagée ou avantagée? Opportunité. C'est une entreprise d'origine française. En Europe, elle travaille. Donc, elle a la monnaie de l'euro. Donc, s'il y a une dépréciation du dollar, c'est un avantage pour elle, n'est-ce pas? Donc, c'est une opportunité, ce n'est pas une menace. N'est-ce pas? C'est pas parce qu'on a vu le terme dépréciation qu'on va automatiquement penser à quelque chose de négatif, mais il faut voir de quel côté on se situe. N'est-ce pas? Allez, on passe. Elle fait partie des plus grosses entreprises de l'industrie du pétrole. Ah, j'ai pas le terme D, information D, donc croissance économique au plus bas en Europe. Menace. Croissance économique au plus bas en Europe, c'est une menace. Bien entendu, c'est une information dans l'environnement et c'est une information qui peut avoir des répercussions négatives sur l'entreprise. Fait partie des plus grosses entreprises de l'industrie du pétrole. Force. Et une force. Diminution des ressources d'énergie fossiles disponibles. Menace. Menace, exactement. Croissance du marché du gaz naturel liquéfié facilement transportable à longue portée. Opportunité. Vous avez dit opportunité? C'est Oui. une menace. Voilà. C'est croissance du marché du gaz. Ça veut dire augmentation de la demande, des ventes.
du gaz naturel liquéfié, facilement transportable à longue portée. Puisqu'elle travaille dans le gaz, donc c'est une opportunité. D'accord? L'entreprise jouit d'une solide diversification autour de son domaine clé énergétique. Ça veut dire qu'elle travaille dans l'énergie, c'est son domaine clé, mais elle a diversification, ça veut dire beaucoup, elle fait beaucoup d'autres activités. Une force. Une force. Dépendance de l'entreprise envers l'Europe pour les activités de raffinage. Elle dépend de l'Europe pour les activités de raffinage. Il y a une forme de dépendance de l'Europe. Si elle ne travaille pas avec l'Europe, elle ne pourra pas trouver d'autres marchés en ce qui concerne le raffinage. Donc, c'est quoi ça? Menace. La dépendance, c'est pas une faiblesse? La situation de l'entreprise, elle dépend de l'entreprise. Elle dépend de l'Europe. Donc, c'est une situation actuelle de l'entreprise. Donc, c'est une faiblesse. D'accord? Troubles géopolitiques au Moyen-Orient. Menace. Menace. Mauvaise image suite aux différentes affaires de pollution et de corruption. Faiblesse. Faiblesse, parce qu'elle a une mauvaise image à cause de la pollution et de la corruption. Son identité visuelle et son histoire en font une des sociétés françaises les plus connues des Français et à l'international. Force. C'est une force, exactement. C'est pas parce qu'il y a le terme international que c'est une menace ou bien opportunité. Ça parle de la situation de l'entreprise. Croissance des besoins en énergie dans le futur. Opportunité. C'est une opportunité, c'est-à-dire c'est une information qui se trouve dans l'environnement que si l'entreprise profite de cette information, cette donnée pour se développer, pour augmenter sa compétitivité, pour trouver une position plus forte, avoir une meilleure part de marché. Donc, ça peut être utilisé en faveur de l'entreprise. Donc, c'est une opportunité. Sa capacité d'investissement, son poids de lobby et ses connexions géopolitiques sont importants. Une force. Une force, exactement. Donc, c'est une force. Est-ce que vous avez des questions avant de passer au TD4? Donc, pour récapituler, la définition d'une stratégie d'entreprise est basée sur la connaissance de la situation de l'entreprise et la connaissance de son environnement. Donc, l'environnement macroéconomique que nous avons évoqué la dernière fois, c'est un environnement qui influence l'entreprise et que l'entreprise ne peut pas modifier ou changer. L'environnement, donc, si on fait un diagnostic de cet environnement, on peut reconnaître les opportunités et les menaces. C'est important pour pouvoir profiter des opportunités et se prémunir contre le danger présenté par les menaces. Mais il faut aussi connaître la situation de l'entreprise, ses forces et ses faiblesses. Est-ce qu'elle jouit d'une position forte? Est-ce qu'elle a des faiblesses sur un point donné? Afin de pouvoir renforcer les points positifs et travailler sur ces faiblesses pour les améliorer. D'accord? Maintenant, on va passer au TD4 qui concerne la première partie que nous avons étudiée la dernière fois. Parce que, en fait, je vous rappelle que le chapitre 2, c'était le chapitre l'entreprise et son environnement. Dans l'environnement,
nous avons parlé de l'environnement microéconomique et non pas macroéconomique. Donc, microéconomique, c'est l'environnement direct qui influence l'entreprise et que l'entreprise peut influencer. Et dans cet environnement, on trouve les investisseurs, on trouve les distributeurs et les fournisseurs, on trouve les consommateurs, l'État et les concurrents. Et nous avons dit que dans ce chapitre-là, on va les étudier un par un. Nous avons commencé par les investisseurs. Donc, quelqu'un pourrait me rappeler qu'est-ce qu'un investisseur? Qu'est-ce qu'un investisseur? Donc, si l'entreprise a besoin d'argent pour se développer, C'est celui qui apporte des capitaux, de l'argent. de l'argent, financement à l'entreprise pour se développer. Donc, si l'entreprise a besoin d'argent pour se développer, elle peut trouver cet argent de deux manières, n'est-ce pas? La première solution, c'est de faire quoi? S'adresser à qui? Aux banques. Elle peut s'adresser aux banques. Et la deuxième solution, c'est de s'adresser Au marché financier. marché financier. D'accord. Les banques, elles exigent quoi? Est-ce que toute personne qui a besoin de faire un projet de financement, de développer son projet, peut s'adresser à une banque pour emprunter de l'argent et elle peut donc lui donner cet argent sans problème? Est-ce qu'elle accepte toute demande d'emprunt? On doit la convaincre de l'efficacité du projet qu'on va entamer. Donc, efficacité, ça veut dire que le projet est rentable, n'est-ce pas? Que si on va emprunter cet argent, on va pouvoir la rembourser dans les délais et qu'on va pouvoir payer aussi le taux d'intérêt, n'est-ce pas? Donc, si les banques vous prêtent de l'argent, c'est pour gagner aussi de l'argent. Vous remboursez le montant et puis on y ajoute le taux d'intérêt, calculer le taux d'intérêt par rapport au montant emprunté, n'est-ce pas? Donc, pour pouvoir garantir ce remboursement, il faut montrer à cette banque que votre projet est rentable, que vous allez pouvoir la rembourser, qu'il va donner donc le financement, que si elle vous donne le financement nécessaire, le profit sera donc garanti. Si les banques n'empruntent pas, est-ce que l'entreprise donc peut trouver un autre moyen de se procurer cet argent? Vous avez dit à travers le marché financier. Qu'est-ce qu'on trouve sur le marché financier? Si vous avez besoin d'argent, comment vous allez pouvoir vous procurer cet argent? Sur le marché financier. Il y a deux manières de faire. À travers quoi? Émettre des obligations ou des actions. Ah oui, exactement, avec les actions ou les obligations. Est-ce que vous pouvez me rappeler la différence entre les deux? Pour les obligations, c'est un titre de créance.
Les actions, c'est un titre de propriété. D'accord, titre de créance. Ça veut dire vous allez prendre cet argent auprès d'un particulier, par exemple, ou d'une institution, et vous allez donc la rembourser, n'est-ce pas? Le montant que vous avez emprunté, vous allez le rembourser. Mais qu'est-ce qu'il gagne, lui, celui qui vous a prêté l'argent? Qu'est-ce qu'il va gagner? On lui rembourse plus plus de l'argent qu'il a emprunté, qu'on a Oui. emprunté. Oui, donc un montant connu d'avance, c'est l'argent donc qui est calculé selon un taux d'intérêt aussi qu'il va lui permettre de gagner. D'accord? L'action, comme vous avez dit, c'est un titre de propriété. Ça veut dire si vous allez donner l'argent à l'entreprise, vous allez donc acheter des actions et vous allez devenir propriétaire. Donc, qui dit propriétaire, ça veut dire que vous avez droit de regard sur cette entreprise qui se manifeste par le vote. D'accord? Donc, ce sont donc les deux manières de s'octroyer de l'argent. Donc, auprès de ces investisseurs, qu'est-ce qu'on doit? Quel est donc le comportement idéal de l'entreprise vis-à-vis de ses investisseurs? Dividende. Donc, si l'entreprise réalise du profit, il faut qu'elle partage avec les actionnaire et on appelle des dividendes qui sont distribués aux actionnaires. Une partie du gain de l'entreprise qui est distribuée aux actionnaires s'appelle dividende. Quoi d'autre? Vis-à-vis des investisseurs, l'entreprise doit garantir la transparence sur des informations financières, sur ce qui concerne donc l'état de l'entreprise sur le plan financier. Donc, cette transparence, elle est importante pour pouvoir permettre aux investisseurs de décider d'investir ou pas dans cette entreprise. Donc, ce que demandent les banques sur les états financiers, c'est ce que demandent aussi les investisseurs sur le marché financier. Ils veulent être sûrs que cette entreprise, c'est une entreprise qui réalise du profit. Elle a un résultat positif afin de décider s'ils vont vendre les actions qu'ils ont achetées dans cette entreprise, s'ils ont déjà des actions, ou bien parce que le fait de vendre l'action, c'est une manière aussi de réaliser du profit si le cours de cette action augmente, ou bien vendre pour ne pas subir une perte, vendre parce qu'on a besoin de cet argent, ou bien de décider de prêter l'entreprise de l'argent ou de ne pas lui prêter de l'argent. Si elle est au bord de la faillite, à quoi bon va servir de lui prêter de l'argent si elle ne va pas pouvoir le rembourser? D'accord? Donc, cette transparence sur l'état financier est très importante et les entreprises sont tenues de publier leurs états financiers. Publier leurs états financiers au registre de commerce. D'accord? Donc, on va passer au TD4 qui parle de cet élément, donc par rapport aux entreprises, mais c'est dans le cas des entreprises cotées en bourse, c'est-à-dire quel type d'entreprise, quel statut juridique ça concerne? Donc, on va parler des entreprises sur le marché financier, c'est-à-dire les entreprises qui sont cotées en bourse. Donc, quel est le statut juridique de ces entreprises?
Quel est le statut juridique de ces entreprises, à votre avis? Entreprise individuelle, personne physique, Anonyme. Société anonyme. société anonyme. Voilà, exactement. Donc, ils ne peuvent être que des sociétés anonymes. Qui veut lire? Allez, rapidement parce que on doit terminer ce TD. Allez. Qui veut lire? Feriel, vous voulez lire? D'accord. Allez-y. La bourse rattrapée par la crise du Covid-19. Les résultats boursiers du premier semestre 2020 sont tombés et sont sans appel. La chute enregistrée est vertigineuse et révèle l'étendue de la crise du Covid-19, ainsi que son impact sur l'économie nationale et les entreprises tunisiennes, et particulièrement sur certains secteurs connus par leur résilience depuis la Révolution. La bourse de... Juste une minute, pour expliquer un peu. Donc, là, ça parle de l'impact de la crise du Covid-19 sur les entreprises qui sont cotées en bourse. Donc, il dit que non seulement sur l'économie nationale, l'impact du Covid-19 a été important, mais particulièrement sur certains secteurs connus pour leur résilience. Même s'ils étaient, ça veut dire, assez solides devant la Révolution, la Covid-19 a eu un impact négatif sur ces entreprises. Donc, chute vertigineuse, ça veut dire chute importante qui montre à quel point la crise a touché le secteur économique. D'accord? Allez, continuez. La Bourse du Tunis a publié son rapport sur l'évolution des résultats semestriels des sociétés cotées premier semestre 2020, premier semestre 2019. Ça veut dire en comparaison avec premier semestre 2019. On compare 2020 avec premier semestre 2019. Oui. Les chiffres sont assez parlants et dus aux répercussions de la crise du Covid-19. En effet, les sociétés cotées ont affiché une régression de 31,2% pour la période précitée par rapport à un an auparavant pour atteindre un montant de 720 millions de dinars contre 1,048 millions de dinars. Ce résultat n'englobe que les 64 sociétés cotées qui ont publié leur état financier semestriel parmi les 80, y compris la société Exabit, radiée de la cote le 30 septembre 2020 que compte la cote. Sur les 64 sociétés cotées ayant publié leur état financier semestriel, 44 ont enregistré des résultats bénéficiaires au titre du premier semestre 2020. Les sociétés qui composent le Tunidex 20 ont accaparé 80% du résultat semestriel global, mais ce dernier a rétréci de 24% par rapport à celui du premier semestre 2019, le montant global atteignant 608 millions de dinars contre 802 millions de dinars. 2 secteurs sur 9 ont enregistré une performance positive en 2019. La meilleure performance revient au secteur des industries avec plus 140,2%, suivi par le secteur de la technologie avec plus 36,2%. S'agissant de sous-secteurs, 3 ont affiché des évolutions positives. Le sous-secteur des produits ménagers et de soins personnels a réalisé la plus forte progression avec 60,9%. Le secteur financier, principale capitalisation catégorielle de la cote, a connu une baisse de 34,5% par rapport à la même période de l'année 2019, totalisant ainsi 451 millions de dinars contre 6 089 millions de dinars. Par ailleurs, le secteur de la technologie a réalisé une performance de 36,2%, tandis que les secteurs de la santé, du pétrole et du gaz et des télécommunications ont réalisé des contre-performances.
constat important et qui peut bouleverser le résultat semestriel annoncé 16 sociétés cotées, AMS, H, Cellcom, Electrostar, Gfilter, Sifat, Sopat, MIP, Sotumax, Tech, Servicom, Tawasol, Group Holding, Tunisair, EADH, STIP et Office Plast n'ont pas encore publié leur état financier annuel, dont 11 n'ont pas encore publié leur état financier au titre de l'exercice 2019, AMS, H, Cellcom, Electrostar, Servicom, Gfilter, Sifat, STIP, Tawasol, Group Holding, Tunisair et EADH. Le Conseil du marché financier, CMF, a décidé d'appliquer l'article 40 de la loi numéro 117 1994 du 14 novembre 1994 en infligeant une sanction aux sociétés cotées en bourse qui n'ont pas respecté cet article stipulant que la gendarme de la bourse peut prononcer à leur encontre une amende au profit du trésor public qui ne peut excéder 20 000 dinars et lorsque des profits ont été réalisés, cette amende peut atteindre le quintuple du montant des profits réalisés à condition que le montant de l'amende soit fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits tirés de ces manquements. Ceci dit, il n'a pas précisé la nature des sanctions infligées ou les montants dans le cas d'amende au profit du Trésor. La sanction concerne les sociétés cotées en bourse qui n'ont pas publié leur état financier annuel avec les rapports des commissaires aux comptes dans les délais réglementaires. Ce même document a soutenu qu'une réunion s'est tenue la veille où les représentants légaux de ces entreprises ont été entendus afin d'expliquer les raisons du non-respect de leurs obligations légales. Le CMF note aussi qu'il a pris en considération les répercussions de la crise du Covid-19 qui a fait retarder la préparation et le contrôle de certains états financiers. Il a, en outre, spécifié qu'il va poursuivre ses efforts pour garantir le respect de la transparence et de la disponibilité de l'information pour permettre aux investisseurs de prendre les décisions qui s'imposent. Source Business News, novembre 2020. Merci beaucoup. Donc, comme vous voyez, il s'agit d'un article qui parle des entreprises qui ont manqué de publier leurs états financiers avec les rapports des commissaires aux comptes et les répercussions de cet acte par rapport le Conseil du marché financier, les décisions du Conseil. On passe aux questions. Comment expliquer l'impact du Covid-19 sur les sociétés tunisiennes cotées? Donc, comment expliquer l'impact du Covid-19? Donc, quel est déjà l'impact du Covid-19 sur ces entreprises cotées en bourse? Une chute dans les profits. Oui, donc quand vous remarquez, un grand pourcentage de ces entreprises n'ont pas pu réaliser de profit. Donc une baisse des profits réalisés pendant cette période du Covid. À quoi elle est due cette baisse en fait? D'après vous? Peut-être les opportunités qui se passent entre des entreprises qui ne sont pas dans le même pays, peut-être elle est limitée. Comment elle est limitée? À cause de quoi? La condition sanitaire, donc, par exemple, ils n'ont pas le droit de voyager d'un pays à un autre. Oui, donc, donc les frontières ont été fermées. Ça a limité le transport, on va dire, ou
mobilité des chefs d'entreprise pour chercher des nouveaux marchés, les opportunités, les partenaires, etc. Mais aussi les importations et les exportations. Si on ferme les frontières, non seulement ça limite les déplacements des personnes, mais de la marchandise. Donc, limitation des importations et des exportations. Donc, les industriels qui travaillent avec des produits importés ou qui exportent parce qu'ils travaillent à l'échelle internationale ne vont pas pouvoir continuer à produire au même niveau, ni à trouver donc des marchés pour vendre leurs produits, donc exporter. Donc, ils ont eu des répercussions négatives sur leur profit, leurs résultats. Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Donc, en fait, la crise en elle-même, c'est-à-dire le danger ne vient pas de la maladie du Covid en elle-même, mais des règlements ou des lois qui ont été imposées afin donc de limiter la propagation de cette crise sanitaire. Donc, la fermeture des frontières, par exemple. Quoi d'autre? Le confinement. Est-ce qu'il a eu un impact négatif? Oui, car pour une longue période, plusieurs secteurs n'ont pas pu travailler. Oui, travailler, n'ont pas pu travailler. Et si ils n'arrivent pas à travailler parce que déjà peut-être que les ouvriers ne sont pas, c'est-à-dire ne peuvent pas se déplacer pour venir, ou bien à cause du fait qu'ils n'ont pas pu produire parce qu'ils n'ont pas la matière pour produire, puisque on a limité les importations ou bien vendre, on a limité les exportations, donc ce qui fait qu'ils ont licencié beaucoup de personnes, beaucoup donc de fonctionnaires ou de personnes qui travaillent avant ont perdu leurs emplois, augmentation du chômage et baisse du pouvoir d'achat, n'est-ce pas? Les gens donc qui ont perdu leur travail ou qui ont des projets dont les projets ont fait faillite, ils avaient donc besoin d'argent, mais ils n'avaient pas donc cette possibilité de consommer, donc baisse du pouvoir d'achat et baisse de l'épargne. Baisse de l'épargne, ça veut dire l'argent qu'on met dans les banques, par exemple, pour les mettre de côté. Donc ça, c'est l'épargne. L'épargne aussi qui peut être fait quand on a de l'argent, c'est d'acheter des actions chez les entreprises cotées en bourse. Donc, si on n'achète plus les actions parce qu'on a besoin de cet argent, on va vendre les actions. Et si on vend les actions, ça veut dire ça va engendrer la baisse du prix de cette action, baisse de la valeur de cette action. D'accord? Donc, c'est un danger. Danger pour ces entreprises cotées en bourse. La baisse donc de l'épargne. Et ça, c'est une des répercussions de cette crise sanitaire. Donc, la dépréciation de la valeur des actions de ces entreprises-là. D'accord? Donc, cet article, il parle des statistiques qui concernent les profits de ces entreprises cotées en bourse, c'est-à-dire les sociétés anonymes. Mais l'économie tunisienne n'est pas constituée uniquement des sociétés anonymes. Il y a beaucoup de sociétés, des SARL, des SUARL ou bien des entreprises individuelles. Et l'impact du Covid a été aussi très important et très négatif sur ces entreprises-là. Et quand on parle des entreprises ou secteurs qui ont été le plus touchés par cette crise du Covid, on peut par exemple évoquer la restauration, l'hôtellerie, les industries de cuir, d'habillement. Donc ce sont des sociétés qui ont été touchées aussi par la crise sanitaire ou peut-être les mesures qui ont été mises en place afin de limiter la propagation du virus. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Oui, madame.
Très bien. Donc, on passe à la question numéro 2. Les entreprises sont-elles obligées de communiquer leurs états financiers? Justifiez votre réponse. Elles sont obligées, oui ou non? Ou bien elles ont le choix de publier, ou si elles ne veulent pas, elles ne publient pas. Elles sont obligées de le faire. Elles sont obligées. Qu'est-ce qui les oblige? Comment vous le savez? Loi numéro 117-1994. Oui, donc cette loi qui concerne les sociétés cotées en bourse qui n'ont pas publié leurs états financiers annuels avec les rapports des commissaires aux comptes dans les délais réglementaires peuvent donc être sanctionnées selon cette loi. Par quoi elles seront sanctionnées? C'est quoi la sanction? Une amende. Une amende qui peut atteindre donc fois 5 leur profit s'ils ont réalisé des profits. Amende peut être aussi de 20 000 dinars. Donc voilà, une amende. Voilà. Pour quelle raison la transparence sur la santé financière des entreprises est-elle importante? Pour quelle raison ces entreprises doivent être transparentes? On veut connaître leurs états financiers. Pour quelle raison? Décider d'acheter des actions ou pas. Donc, c'est pour permettre aux investisseurs de prendre donc les décisions qui s'imposent, achat ou vente des actions, n'est-ce pas? Donc, c'est cette transparence qui, c'est par rapport aux investisseurs. C'est une transparence pour mettre en confiance les investisseurs, n'est-ce pas? Au profit donc des investisseurs. Alors, pourquoi, d'après vous, certaines entreprises tunisiennes sont-elles réticentes à divulguer leurs états financiers? Pourquoi elles ne font pas? Si elles sont obligées, et c'est important pour les investisseurs, mais malgré ça, d'après l'article, elles ne divulguent pas leurs états financiers et le rapport du commissaire aux comptes. Quelles sont les raisons? Pas perdre des investisseurs. J'ai pas entendu. Pas perdre des investisseurs. Donc, elles ont peur de perdre des investisseurs. Par exemple, si elles ne réalisent pas des profits, on va vendre les actions de cette entreprise. N'est-ce pas? Oui, madame. Donc, elle a peur que le résultat négatif de son résultat négatif et le rapport du commissaire aux comptes révèle, par exemple, une baisse du profit ou bien une marche vers la faillite et qui peut donc décourager les investisseurs à acheter des actions. Et les actionnaires vont pouvoir donc vendre leurs actions afin d'éviter une pire situation de dépréciation de la valeur. Donc, c'est une façon de cacher des informations importantes aux investisseurs, qui sont des informations donc elle veut cacher quelque chose donc de négatif quant à la situation de l'entreprise que les investisseurs ont droit de connaître, mais elle veut les cacher afin donc de se prémunir contre certains aspects négatifs, effets, répercussions négatives. Oui, ça peut être une raison. Est-ce que, d'après vous, il y a d'autres raisons? D'après l'article,
le CMF note qu'il a pris en considération les répercussions de la crise du Covid-19 qui a fait retarder la préparation et le contrôle de certains états financiers. Donc, ça peut être un retard, seulement les états financiers ne sont pas prêts dans les délais, mais ils sont en cours. Mais est-ce que ça est la vraie raison? Bah, d'après l'article aussi, on a ceux qui n'ont même pas publié les états financiers de l'année 2019. Et la CMF a pris en considération peut-être le retard. Mais ils ont fait donc des réunions afin de connaître les vraies raisons, qu'est-ce qui fait que les États ne sont pas prêts, ne sont pas publiés dans les délais. Donc, ça ne peut que cacher le manque de transparence. Peut-être qu'un manque de transparence vis-à-vis aussi de paiement donc des fiscs, c'est-à-dire des impôts. Est-ce que le rapport de commissaire aux comptes est favorable, oui ou non? Est-ce que ça cache certaines fraudes fiscales? Peut-être. Peut-être donc, en tout cas, ça ne peut que d'avoir un impact de manque de confiance et de transparence vis-à-vis des investisseurs. Alors, quelles sont les solutions pour encourager les entreprises à avoir plus de transparence? Leur accorder des avantages s'ils publient leurs états autant, je sais. Donc, au lieu d'aller vers les sanctions et appliquer la loi par rapport donc, aux sanctions, peut-être que vous pensez, il faut peut-être penser à les récompenser quand ils publient. Est-ce que vous avez d'autres idées? Le fait, par exemple, de ne pas publier, est-ce que ça peut être, par exemple, caché que les entreprises ont réalisé de profits pour ne pas justifier le non-versement de dividendes auprès des actionnaires? Cacher le fait qu'ils ont gagné de l'argent et de profits pour ne pas distribuer des dividendes aux actionnaires. C'est toujours dans le manque de transparence. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire vis-à-vis de ces entreprises? L'objectif étant de les amener à être plus transparentes. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt faire une réforme de la législation afin de les obliger à publier de façon plus transparente et plus réglementée, avec un suivi peut-être de plus près de leurs états financiers et de je ne sais pas, alourdir peut-être les amendes, les sanctions. Hein? Ou bien peut-être une sensibilisation, peut-être. Les sensibiliser sur le fait que le publier, c'est une transparence, c'est une confiance vis-à-vis des investisseurs. Ça peut attirer plus d'investisseurs au lieu de les faire fuir parce qu'il y a ce manque de transparence. Hein? Donc, si vous avez une autre idée, vous pouvez me la dire.
Vous êtes fatigué déjà? Madame, des sanctions plus sévères. Les معناتها sanctions? مش كان فلوس خاطر الفلوس ينجموا يخلصونا Voilà, خلقهم. d'après tout, voilà, je vais payer Euh, 20 000 dinars, mais je ne veux pas divulguer ces informations parce que l'impact sera plus lourd à supporter peut-être financièrement. J'ai pas envie de subir, par exemple, une perte des actionnaires à cause de كان des حبس يخافوا منه. شنو الحبس. Hmm. مدام ليتا Oui, تنجم توقف الخدمة معناتها سوسيتي معينة مثلا بور اون بيريود. شكون le gendarme du marché financier. وي معناتها انك انت ما خلص معناتها عندك مثلا ديون ولا حكايه ما عندكش الحق تخدم معناتها وتشارك مثلا أو تدخل في البورصه ولا حكايه بوغ بيريود معينه. Elle est- Alors, est-ce que tu as raison droit parce qu'elle ne réalise pas de profit de la retirer de la bourse? Bon, le fait de discriminer les entreprises en fonction de si oui ou non ils ont réalisé du profit. Non, je ne crois pas que ça se passe comme ça. Par contre, je vais chercher pour quelles raisons des entreprises qui sont cotées en bourse, on peut les retirer. Est-ce qu'il y a d'autres raisons peut-être qu'on n'a pas évoquées? Mais juste en fonction du résultat, non, c'est pas ça. Parce que on peut ne pas faire, par exemple, de profit cette année, mais l'année d'après, on peut réaliser du profit. Le fait de, puisque c'est une entreprise, société anonyme cotée en bourse, elle a le droit de mettre en vente ses actions. Donc, si elle, oui. خوفي ولا لا هما ديكلاريو معناتها اللي نتاعهم ولا لا معناها مش اسكو هما معناتها دخلوا فلوس ولا ما دخلوش. D'accord, si elle déclare, elle garde sa place sur le marché financier, sinon la retirer. Comme je vous ai dit, je vais chercher quelles sont les raisons qui peuvent donc nuire à la situation de l'entreprise sur le marché financier. En fait, le marché financier, il est régi par l'offre et la demande. S'il y a une offre importante, donc qui dépasse la demande en termes d'action, la valeur de l'action, elle va baisser. S'il y a une demande importante, plus la demande augmente, plus la valeur de l'action augmente. L'entreprise qui ne réalise pas de profit ou qui ne distribue pas des dividendes ou passe par une mauvaise situation, la valeur donc, des actions va baisser parce qu'on va tous être amenés à vendre les actions que nous avons achetées. Ils ne vont pas rapporter de l'argent, donc à quoi bon les garder? Donc, puis en les vend, puis la valeur elle va baisser. L'entreprise qui réalise du profit sera demandée, les actions vont augmenter, le prix des actions augmente et là, elle peut, elle aussi, gagner et les actionnaires aussi gagneront. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, si vous n'avez pas de questions, à la semaine prochaine, on va donc avancer dans le cours la semaine prochaine. D'accord? Donc, à la semaine prochaine. Au revoir. Merci madame. Au revoir, Slema. Bonne journée.